France, on n'a pas cette culture de pitcher. On n'a pas cette culture de prendre la parole. Mon neveu notamment, qui vit à l'étranger, à 6 ans, est capable parfois de même mieux pitcher que certains de mes clients. Quand on regarde aujourd'hui dans le système éducatif français, finalement on ne nous l'apprend pas vraiment. On nous donne en fait des clés, mais on ne sait pas le faire. Quand on te demande, Pauline par exemple, de parler devant 1000 personnes, est-ce que c'est si évident que ça ? C'est quoi toi, à ton avis, qui bloque les personnes ? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas à l'aise avec la prospection ? Je pense qu'on est très vite habitué à une forme de confort. C'est-à-dire que quand on prend par exemple un entrepreneur ou un indépendant, souvent sa priorité c'est déjà d'avoir un client. C'est un peu un rapport de force. Quand un client t'amène une objection, souvent c'est mal perçu et les gens pensent que c'est perdu. Je vais te donner un exemple qui va beaucoup choquer tes interlocuteurs, mais qui m'a été rapporté à la rentrée. Les impayés explosent, c'est devenu un véritable fléau. Je suis Pauline Sibou, anciennement huissier de justice, fondatrice de En Business Soyons Cash et hôte de ce podcast. Depuis 13 ans, j'évolue dans le milieu du recouvrement et je vois au quotidien des TPE-PME confrontées à des impayés. Certaines ne résistent pas. Dans un contexte économique où les défaillances des entreprises explosent, il est devenu capital de se sécuriser sur ce qu'on appelle le risque client. Mon ambition avec ce podcast est d'éveiller les consciences des chefs d'entreprise autour de ce sujet et de leur partager avec mes invités des clés concrètes pour leur permettre d'éviter les impayés et de développer sereinement leur entreprise. Aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison 2, j'accueille Geoffroy Dulac, l'homme qui tente de réconcilier les Français avec la prospection. Comme je tente moi aussi de réconcilier les chefs d'entreprise avec le recouvrement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on fasse un épisode ensemble, surtout que vous le verrez, il y a énormément de points communs entre la prospection et le recouvrement. Si vous êtes prêts à les découvrir, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Geoffroy. Bonjour Pauline, merci de ton invitation. Eh bien, je suis ravie vraiment de t'accueillir sur le podcast En Business Soyons Cash. C'est un plaisir, on a collaboré déjà ensemble par le passé, on se suit sur les réseaux, donc vraiment un honneur. Oui, ça remonte à maintenant plus d'un an, plus de 2 ans je crois de mémoire, c'était en 2 ans, ouais. 2023. Ouais, 2 ans. Été 2023, je me rappelle, c'était en plein mois d'août. Bah écoute, je suis très heureux et très content d'être là et je suis convaincu qu'on va parler cash. On va parler cash, exactement. C'est vrai. Tu es issu de la vente, vraiment ton cœur de métier c'est la vente, tu es passionné par ça. Tu as travaillé dans des grands groupes, tu as fait tes armes notamment dans des sociétés de conseil où tu as énormément appris sur différents points, différents process, différents points d'expertise. Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans leur prospection pour les réconcilier, on l'a dit, avec la prospection, peut-être leur permettre de dépasser leur peur autour de la vente et potentiellement qu'ils en prennent même du plaisir. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, puisqu'on rappelle que tu as quand même formé plus de 200 entrepreneurs à travers ton offre phare, prospecter en 3 heures. Oui, elle fait souvent sourire d'ailleurs ce nom, mais c'est une réalité. Et oui, donc voilà, écoute, dis-nous un petit peu plus ton parcours, ce qui t'a amené à faire aussi cette offre prospecter en 3 heures, et puis après on va, dans le fil de la discussion, aborder nos sujets. Avec plaisir. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est vrai que au départ, rien ne me prédestinait vraiment à faire de la vente. Au départ, je voulais faire comme beaucoup de l'audit, parce qu'à l'époque, faire de la finance, c'était sécurisant, donc on aurait pu peut-être travailler ensemble, Pauline, par la suite. Très vite, je me suis aperçu dans mes premières études que la communication, les relations humaines me passionnaient. Du coup, j'ai fait une école de communication à Paris, j'ai été diplômé et j'ai tout de suite, comme tu l'as dit, commencé dans des groupes. Des groupes que certains connaissent, je travaille chez BNP Paribas, chez PwC, Big Four américain, chez Ozzy, qui sont des structures qui m'ont beaucoup apporté, mais aussi où j'ai pu travailler avec des exécutifs, des C-level, notamment en termes de communication. Mais voilà, comme toi, j'aimais aussi le contact humain. Et donc, la communication et dans les boîtes, c'est pas forcément là où on peut pousser au maximum. Donc, c'est là où j'ai basculé en vente, en sales, dans le domaine commercial et notamment en start-up. J'avais envie de vraiment aller vite, ressentir aussi la possibilité de pouvoir toucher et être acteur dans ces structures-là et de le faire, je pense, dans le sens inverse. Parce qu'en général, quand on veut commencer le milieu commercial, on veut devenir commercial. Et moi, j'ai commencé par prendre des rendez-vous pour les commerciaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui le métier de SDR en start-up. Donc, toute la journée, je faisais des calls, j'appelais des boîtes de 10 à 10 000 salariés, donc très belle école. Je me suis pris beaucoup de murs, du coup, beaucoup de noms, beaucoup de standards aussi. Et pareil, je l'ai fait dans des boîtes dont certains ont dû entendre parler, donc des boîtes comme Swile, Side, qui sont des structures à la fois dans l'engagement, au contact des DRH ou autres. Donc, mes clients, pour te donner un ordre d'idée, c'était des boîtes qu'on connaît tous, comme Lydia, Content Square, Ardian, Carmignac de ton secteur, etc.
Ce que les gens ne savent pas, je communique pas trop là-dessus, mais qui compte aussi pour moi, c'est que j'ai une partie plus publique où j'ai eu l'occasion et encore aujourd'hui de travailler aussi avec des équipes ou dans des équipes de personnalités publiques et politiques, type équipe ancien président de la République, ancien Premier ministre, ou là actuellement candidat à la mairie de Paris. Donc, en fait, tout ce savoir-faire en fait entre le privé et le public, en fait, m'a permis de me renforcer en prospection, en marketing strat ou encore en persuasion. Et du coup, il y a 3 ans, comme toi, je me suis lancé avec cette promesse très forte d'aider des Français, autant du secteur privé que public, à finalement mieux se vendre et à mieux vendre sur tout canal d'acquisition. Oui, parce qu'au final, la vente, c'est pas forcément que vendre un produit ou un service. Effectivement, quand on est sur des élections publiques, il y a aussi, il faut emporter l'adhésion finalement. C'est surtout ça le sujet, d'emporter l'adhésion avec les personnes. J'entends à travers ce que tu dis que t'es câblé un petit peu résultat quand même. T'aimes quand il y a du résultat sur les actions visibles. Est-ce que tu peux nous partager éventuellement un contexte, un exemple où tu as pu voir des résultats rapides, si possible, j'imagine que tu en as, sur des entrepreneurs que tu as pu accompagner, le avant-après, tu vois, avec qu'est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y a eu des déclics qui ont fait qu'il y a eu cet avant et après? Bien sûr. Pour reprendre ce que tu disais, effectivement, c'est vrai que peut-être que c'est de mes expériences déjà avant Sales, où on me demandait d'être rigoureux, carré, d'avoir cet esprit un peu synthétique, donc j'essaie de me resservir aujourd'hui. Mais dans les exemples de clients, oui, j'ai une cliente que j'apprécie beaucoup, qui déjà avait certaines compétences, mais qui en fait avait des difficultés à la fois sortir du confort, donc de la récurrence de clients qu'elle pouvait avoir, mais aussi du potentiel qu'elle pouvait aller chercher. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que un jour, je lui ai proposé de venir à un événement avec moi. Et dans cet événement, il y avait possibilité de faire du closing et donc qu'elle puisse avoir des clients. Et je me suis dit que c'était un bel exercice parce qu'à la fois, elle pouvait faire de la prospection terrain, pitcher son offre, être capable de pouvoir prendre du rendez-vous, être capable de pouvoir le signer. Et ce qui m'a fait agréablement plaisir, c'est que j'ai pu la voir en fait nager comme un poisson dans l'eau. C'est simple, je l'ai pas retrouvé en fait dans l'événement et je l'ai retrouvé 2 ou 3 heures après en me disant mais c'était dingue, j'ai pris je sais pas combien de rendez-vous, j'ai rencontré telle et telle personne, je me suis senti à l'aise, etc. Et finalement c'est ça, en vérité on le voit beaucoup aujourd'hui. C'est un sujet qui pose problème à tout le monde en France, quel que soit le métier. Je pense autant à un boulanger qui a une boulangerie qu'à un architecte, etc. Parce qu'on n'a pas ces cultures. Mais finalement, est-ce que la prospection, c'est pas simplement du contact? Est-ce que c'est pas forcément, comme tu le disais, des éléments mesurables, concrets, simples, qui puissent nous permettre d'avoir un résultat derrière? Je pense que comme le recouvrement, un peu si. On va le voir, il y a énormément de points communs. On les a vus en préparant l'épisode. Ah mais c'est fou, il y a ça, il y a ça. Donc on va les développer. Quand on t'entend, on sent qu'il y a vraiment ce côté humain. C'est quoi, toi, à ton avis, qui bloque les personnes? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas à l'aise avec la prospection? Et on verra qu'en fait, c'est souvent les mêmes blocages qu'on retrouve au niveau du recouvrement. Mais c'est quoi les blocages que tu vas repérer chez tes clients qui font qu'ils aiment pas ça? Et qui sont pas à l'aise et que du coup, tu vas réussir, toi, à venir débloquer, tout simplement, pour leur permettre derrière d'être à l'aise comme elle a pu être cette cliente lors de cet événement? Bien sûr. Alors, comme je sais qu'on t'as à la fois un esprit très financier, je vais essayer de te donner des éléments plus mesurables et après des éléments plus moraux parce qu'il y en a aussi qui le sont. Il y a énormément d'émotions au-delà des indicateurs et des chiffres. Donc, et je pense que c'est hyper important, on en a beaucoup parlé derrière. Sur la partie plutôt déjà financière, parce que c'est ce qui intéresse aussi dans le podcast, je pense qu'on est très vite habitué à une forme de confort. C'est-à-dire que quand on prend par exemple un entrepreneur ou un indépendant, souvent sa priorité c'est déjà d'avoir un client. Et souvent d'avoir un client récurrent. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des codes par le passé du fait d'avoir été salarié ou même de son éducation, qui est qu'aujourd'hui, quand on veut finalement s'insérer dans sa vie professionnelle, il faut avoir une certaine stabilité. Stabilité pour acheter un appartement, stabilité pour vivre, etc. Donc quand on pense finalement en indépendant cette stabilité, on se dit que chaque mois, il faut une récurrence. Et à partir du moment où on l'a, c'est difficile pour nous en fait de casser en fait cette forme de confort. Donc déjà, premier problème, casser cette routine. La deuxième, je pense que c'est une question aussi de compétences. On en avait parlé aussi, mais c'est vrai que on n'a pas tous le même background. Il y a des gens qui ont cette faculté, ce talent entre guillemets de la rue, à savoir que depuis très jeune, ils ont toujours eu besoin de se vendre. Toujours besoin d'être au contact derrière. Il y a d'autres personnes qui ont des esprits beaucoup plus studieux, pour qui on leur a souvent plus demandé d'être dans l'exécution. Et donc moins dans ce lien humain, je pense notamment à des fonctions plus
technologiques. Par exemple, je suis en contact très régulier avec des développeurs, avec des boîtes tech, et souvent je m'aperçois que c'est ce type de profil. Donc il y a ce deuxième volet-là. Et le troisième, c'est aussi parce que ça fait peur, parce qu'en France, on n'a pas cette culture de pitcher, on n'a pas cette culture de prendre la parole. Je le vois parce que dans ma famille, mon neveu notamment, qui vit à l'étranger, à 6 ans, est capable parfois de même mieux pitcher que certains de mes clients. Alors, pas évidemment dans le contenu, mais dans l'assurance, dans la confiance, parce qu'on leur apprend très petit. Quand on regarde aujourd'hui dans le système éducatif français, qu'on soit en école, à la faculté, en école de commerce, en grande école, etc., si on se fait un petit peu le récapitulatif en fait, de ce qu'on a vu, finalement, on ne nous l'apprend pas vraiment. On nous donne en fait des clés, mais on ne sait pas le faire. Quand on te demande, Pauline, par exemple, de parler devant 1000 personnes, est-ce que c'est si évident que ça ? Donc je dirais que c'est un petit peu, ces éléments-là qui font que, et donc moi, toute ma mission, c'est de montrer un peu comme toi que finalement, c'est pas si difficile, mais encore une fois, avec de la compétence et aussi avec de la pratique. Complètement. Avant d'aller un petit peu plus dans le détail de tous ces points communs qu'on va pouvoir trouver entre les deux et décortiquer vraiment en quoi c'est juste capital de prospecter et de relancer ses clients pour les paiements, est-ce que tu penses que la prospection, c'est plus facile pour des personnes qui sont extraverties que pour des personnes qui sont introverties ? Pour moi, c'est exactement la même chose parce que, comme je te l'ai dit, j'ai rencontré des personnes avec alors, c'est pas une question de charisme, c'est avec une assurance, avec beaucoup d'ego, et je pense qu'il en faut un minimum, avec aussi des acquis, et qui étaient tétanisés au moment où il fallait juste parler de simplement leur offre, ou même parler d'eux-mêmes. T'en as d'autres qui, sur le papier, sont hyper timides, ont même des difficultés à lever les yeux quand on les regarde, et une fois dans l'exercice mis en avant, déroulent. Moi, je pense que c'est plus un déclic personnel. Je pense que souvent, on a besoin d'entendre certaines choses. Un peu comme quand on passe le permis de conduire et que on a besoin parfois de refaire 1 ou 2 heures, on a besoin d'entendre certains process types derrière. Donc, c'est pour ça aussi que dans le format en fait, que j'essaie de mettre en avant, je trouve que la partie interactive d'échange, et il me semble que dans le recouvrement, il y a aussi cette idée de lien, parce que je crois qu'avant que tu fasses des préconisations, tu échanges beaucoup avec la personne, fait que finalement, ensemble, on arrive à déceler finalement peut-être les blocages qui font la différence. Donc c'est souvent ça, j'ai remarqué, qui pouvait changer la donne. Ok. Et donc, à partir de là, pour toi, quels sont les 5 points clés vraiment pour une prospection qui va être efficace ? Et là, je pense qu'on va pouvoir faire des parallèles justement entre le recouvrement et la prospection. Oui, bien sûr. Alors, j'en parle souvent dans ceux qui me suivent sur LinkedIn ou ailleurs, qu'il y a 2 piliers pour moi qui sont essentiels et qui comprennent du coup ces 5 points, qui sont finalement la capacité de se vendre, donc être capable très vite de parler de soi, et la capacité de vendre, c'est-à-dire se donner de la liberté dans sa prospection. Pour moi, les 5 points, la première, c'est d'abord, pour avoir une prospection efficace, être capable de savoir se présenter. Tu n'imagines pas le nombre d'interactions que j'ai eues depuis que je suis petit, avec des gens avec des fonctions très différentes, avec lesquels j'ai décroché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable de se présenter en moins d'1 minute, c'est pas donné à tout le monde. C'est être capable aussi d'expliquer finalement aussi en une phrase. On parle beaucoup de positionnement, etc. Mais c'est vrai, ce qu'on fait. Parce que typiquement, Pauline, si demain j'étais un de tes ambassadeurs et que je devais parler de ton activité, est-ce que sincèrement, une personne en face de moi retiendrait plus d'une phrase en fait à ce que tu réalises ? J'en suis pas forcément sûr. De la même manière que c'est important aussi de savoir ce que tu vends. Parce que souvent, et c'est un peu le cas qu'on a aussi en France, on nous a appris à l'époque à être polyvalent. Donc on est incapable en fait d'expliquer son offre, ses services. On balance un catalogue en fait d'offres. Donc c'est pour ça que moi par exemple quand je suis en rendez-vous souvent, je vois énormément de clients lorsque je leur demande de m'expliquer ce qu'ils vendent, qui me parlent de 10 offres en même temps derrière. Donc je ne comprends rien. Donc c'est important aussi. Et enfin le dernier point, c'est avoir des approches. Et c'est là où le bas blesse parce que, évidemment, quand tu sais avoir les bonnes approches, que ça soit au téléphone, sur les réseaux, LinkedIn, mail, etc., en physique, ou même dans tes contenus derrière, ça te donne en fait un éventail très large. Et donc, tu peux t'adapter en fonction des situations derrière.
Voilà. Complètement. Et je vais vraiment rebondir du coup parce que l'idée c'est qu'on ait un échange pour parler vraiment par rapport au recouvrement qui moi est mon sujet, cœur de sujet, mais où c'est vraiment très lié. Là, il y a déjà des connexions incroyables entre les deux. Quand tu me dis c'est déjà important de savoir se présenter en recouvrement, on va le retrouver aussi dans le sens où quand on va appeler son client pour le relancer, là il faut qu'on sache, il faut qu'on soit sûr qu'on ait une assurance, une affirmation de soi en fait. C'est-à-dire que on sait qu'on a vendu, on a signé, on a délivré. Ouais. Là il s'agit d'être payé. C'est pas le moment de redevenir la petite personne qui ose même plus appeler son client parce que elle ose pas l'appeler, elle est mal à l'aise, etc. C'est de l'affirmation de soi, tu vois. Donc, mais là-dessus, par rapport à ce point-là, je trouve que c'est important que tu en parles parce que on a toujours cette crainte, cette peur déjà de recevoir des factures ou d'avoir des informations financières. Mais parfois, en fait, faire un peu un bilan, comme tu le dis, avoir une visibilité en fait dessus, ça apporte. Et je pense que, et c'est bien que tu le fasses, il y a beaucoup de gens aussi qui le font, à donner cette pédagogie finalement aux gens de poser une situation financière, c'est déjà en fait la résoudre finalement. Et moi c'est quelque chose que j'apprécie déjà beaucoup dans ce que tu fais, mais qui m'aide aussi parce que en tant qu'aussi indépendant, etc. Je suis obligé de le faire et si je le faisais pas, je pense que déjà c'est compliqué déjà avec le climat économique actuel, mais je pense que ça sera encore plus compliqué. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois, déjà, oser, c'est oser, c'est de l'affirmation déjà de soi. J'affirme qui je suis, j'affirme et j'ose aller demander ce qui m'est dû. Et ensuite, quand tu dis être conscient et savoir ce qu'on offre, ce qu'on vend, et en fait, une fois qu'on l'a vendu, c'est être conscient de la valeur qu'on a apportée à son client, être conscient que, en fait, le client, il a bénéficié de notre produit, de notre service, qui avait une vraie valeur, qu'il est venu chercher, qu'on lui avait expliqué, qu'on lui avait bien vendu au moment qu'on a respecté. C'est mieux d'avoir eu un équilibre entre ce que je promets et ce que je vends. Parce que bien évidemment, s'il y a de la déception, de la frustration du client, il faut aussi l'entendre. Il y a aussi des gens qui ne payent pas. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas contents de la prestation, parce qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait vendu. Aussi, il y a des sujets autour de ça où il faut faire attention. Mais à partir du moment où on a vendu ce qui était prévu dans les conditions qui étaient prévues, c'est de se rappeler cette assurance qu'on pouvait avoir en prospection, en vente, pour ensuite venir la réaffirmer au moment de réclamer le paiement en disant, voilà, vous avez bénéficié de ce qui était prévu au niveau attendu. Donc finalement, on retrouve, tu vois, la même connexion avec qu'est-ce que je vends et affirmer ce qu'on vend. Ouais, c'est finalement, il y a beaucoup de cohérence. Et je trouve qu'on en manque beaucoup. Et c'est donc, c'est ce qui peut ne pas nous servir, comme tu le disais, dans des situations financières très larges derrière. Complètement. Et tu vois, tu disais justement que dans le contexte actuel, c'était quelque chose qui était d'autant plus important de soigner à la fois sa prospection et forcément son recouvrement. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, de ce que tu peux en voir, pourquoi aujourd'hui, là on est novembre 2025, bon, je ne pense pas que 2026 va être beaucoup plus réjouissant en termes de contexte économique, franchement, ça ne s'annonce pas très optimiste, quoi. Pourquoi, à ton sens, c'est si important aujourd'hui de soigner sa prospection? On le voit bien, comme tu le dis, tu parles, mets ton épi dans le plat, tu parles de contexte public, politique. On voit bien que déjà qu'actuellement la France a des difficultés à se doter d'un budget. On sent une France qui est fractionnée, divisée, donc ça crée un climat d'incertitude pour déjà pour les Français qui sont concernés, donc toi et moi, mais aussi pour les marchés et les investisseurs. Et donc en France aussi on a des talents sur tout type d'activité, et donc n'ayant pas de visibilité et d'incertitude, on se doit en fait d'anticiper. Et anticiper, c'est pas simplement, comme tu le dis, que de prospecter. C'est aussi anticiper sa trésorerie, c'est anticiper ses factures, c'est anticiper les comportements que peuvent avoir certaines relations de clients, etc. Et donc, ça nécessite de notre part d'avoir un certain nombre de process. Je sais que tu en as beaucoup concernant le recouvrement, j'en ai aussi, et c'est vrai qu'il y a une liaison qui est intéressante parce que finalement, pour moi, et tu l'évoques, c'est pas normal en fait qu'on doive courir en fait systématiquement après les clients, alors que comme tu l'as dit, il y a eu finalement cette confirmation, cette cohérence de dire voilà le constat, voilà ce qu'on doit faire ensemble et voilà ce que je suis prêt à mettre pour justement que tu puisses m'aider derrière. Donc il y a aussi, je pense, en France peut-être une possibilité ou en tout cas un enjeu à
réconcilier, ça serait peut-être une troisième étape, les Français, les process, et pourquoi pas les process financiers et de prospection derrière, pour les habituer. Parce que je pense qu'on a tous, et on peut tous se comprendre, peut-être parfois pris trop de mauvaises habitudes, peut-être dû aussi à la hiérarchie et à l'organisation aussi qu'on avait de l'État, parce qu'on laisse des délais, par exemple, sur les factures. Moi, j'ai jamais compris, par exemple, pourquoi les clients ne se faisaient pas payer avant. Qu'est-ce que ça change? Tu l'as dit, il y a un climat de confiance qui s'est donné, tu délivres de la valeur, il y a un résultat qui est attendu. Donc pourquoi en fait attendre? Est-ce que parce que c'est pour un manque de trésorerie? Moi, typiquement, quand j'ai pas les sous pour acheter un produit qui me plaît, je l'achète pas. Et quand je les ai, je l'achète. Et ça, c'est peut-être un comportement plus anglo-saxon, américain, asiatique, j'en sais rien. Mais au final, c'est ce qui me permet aujourd'hui de ne pas courir après mes clients pour des factures ou autres. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une pédagogie à faire là-dessus, Hyper intéressant, notamment quand tu parles de confiance, parce qu'on le voit, et on le voit dans le recouvrement bien évidemment, mais en prospection aussi, j'ai l'impression dans la façon dont toi tu abordes la prospection, sur ce côté aussi très relationnel, créer du lien avec les gens, créer une connexion avant même de leur expliquer ce qu'on vend et d'essayer de mettre en avant son service, c'est vraiment une connexion humaine avec la personne qui va pouvoir créer cette confiance. Et une fois que la confiance va être là, effectivement, on va pouvoir commencer à collaborer. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un paiement d'avance puisque la confiance est là? Déjà, je trouve hyper intéressant la façon dont tu le présentes, parce qu'est-ce que la confiance doit être là avant, ou est-ce que la confiance doit se construire au fur et à mesure de l'exécution de la prestation ou de la livraison du service? La confiance, elle doit être dès les premières secondes que tu es la personne au téléphone, sur ton message, par mail, à ton événement, etc. En fait, c'est comme de la séduction, ou c'est comme tu parlais tout à l'heure de politique. C'est pareil. À partir de quand tu fais confiance à un candidat? Finalement, tu lui fais confiance dès les premières secondes, parce que souvent on dit qu'on va regarder les programmes et autres. Mais la réalité, c'est que les gens ne regardent pas véritablement le programme dans le fond. C'est les passionnés, peut-être comme moi ou comme toi, qui les regardent parce qu'on adore ces sujets-là. Mais moi, je pense que c'est dès les premières secondes, et du coup, ça a une conséquence. C'est que si tu ne regardes pas la confiance dès le départ, et qu'en plus de ça, tu te sens pas forcément aligné avec ce que tu incarnes, c'est-à-dire que tu as des difficultés à croire dans ce que tu vends et autres, ton interlocuteur il le sent, donc il va jouer dessus. Ouais. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que lui aussi il va essayer de trouver cette forme de liberté ou son confort à lui, et c'est normal. Donc c'est arrivé à instaurer cet équilibre à la fois entre la cohérence, le cadre, mais aussi le contrat de confiance, comme tu le disais, qui est important. Une fois finalement que tu as ces trois casquettes qui sont réunies, tu peux travailler avec n'importe qui, je pense. Ça me fait penser à une réflexion que j'avais faite à une cliente une fois, où elle a un client qui en bout de chaîne ne veut pas payer, elle vend des fenêtres, peu importe, et un client qui ne voulait pas payer le solde de sa facture parce qu'il restait une baguette à changer. Ah oui. Donc il disait, oui, mais si je vous paye, vous ne reviendrez jamais changer la baguette. Et donc je lui ai dit, mais est-ce que tu lui as demandé à quel moment dans la prestation tu as fait toi quelque chose ou a eu un comportement qui fait qu'aujourd'hui le client ne te fait pas confiance sur le fait de venir changer? Vrai. Elle m'a dit non, je lui ai jamais demandé. Et en fait, elle lui a posé la question et il a dit non, en fait, c'est vrai, vous avez raison. Mais pourquoi il lui a pas posé la question? C'est une question. Parce que ça lui avait même pas en fait traversé l'esprit de lui poser cette question. Enfin. Et pourquoi ça lui a pas traversé l'esprit? Parce que c'est complètement pas dans Exactement. Dans la culture, on n'est pas connecté à nos émotions, on ne les partage pas. Et donc là, elle, ça la mettait en colère. Il me fait pas confiance. Tu demandes lui pourquoi il te fait pas confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu altérer ce lien de confiance? Sûr. Et en fait, là, du coup, tu changes complètement le rapport et le relationnel avec la personne et tu peux reconnecter avec elle. Et c'est ce qui s'est passé pour elle, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper important que, là, dans la période dans laquelle on vit, il ne faut pas que la méfiance, elle soit dans toutes les prospections, toutes les collaborations de recouvrement qu'on va avoir parce qu'on a eu une mauvaise expérience. Parce que ça, c'est aussi un point qui revient souvent. Je pense que tu l'as dans ton cas de figure. C'est que parfois, parce que peut-être une personne a eu une mauvaise expérience de recouvrement avec un autre de tes concrères, concurrents passés, il ne va pas croire dans ta promesse de valeur. Exactement. Et ça, vraiment, faut vraiment... Parce que moi, j'ai le même problème en prospection. Souvent, on me dit, mais j'ai essayé, on a essayé de m'apprendre, on a essayé de travailler avec moi, ça ne fonctionne pas, je baisse les bras. Non, c'est peut-être que la configuration n'était pas bonne. Mais pour autant, tu as raison, la méfiance, il ne faut pas en avoir partout. Il y a des gens qui sont très bien, dans mon métier, dans le tien, et il faut leur faire confiance. C'est ça. Mais l'équilibre, tu vois, entre
confiance et process, c'est hyper important parce qu'on le voit dans la prospection, il faut cette confiance. D'ailleurs, j'ai une autre question à te poser après, fais-moi penser. Allons-y, je suis là pour ça. C'est créer cette confiance au démarrage pour partir sur des bonnes bases. Pour autant, ça ne suffit pas. Et c'est là où moi, je mets vraiment en vigilance. Avancer en confiance, oui, bien évidemment. Entretenir ce lien et le relationnel tout au long de la relation commerciale, tout au long de la prestation. Mais ça ne suffit pas. Parce que si un jour, à un moment, il y a un problème dans la relation, qu'il y a un point de rupture pour X ou Y raison, et que on n'arrive plus à rétablir ce lien, à restaurer la confiance, alors c'est les process, c'est les contrats, c'est le cadre qui feront qu'on pourra obtenir gain de cause, parce que si on fait tout à la confiance, comme 80% de mes clients en recouvrement, j'ai fait confiance, je connaissais la personne, etc., on se retrouve sans armes, finalement, pour pouvoir aller obtenir gain de cause et ce qui nous est dû, quoi. Soyons clairs, hein, quand je parle de confiance, évidemment, tu as raison, je ferme pas je donne pas mes clés de maison et je ferme les yeux. Hein. Non, mais confiance, ça veut dire un minimum, c'est-à-dire, écoute, je t'ai fait confiance pour qu'on puisse partir sur ce qu'on s'est dit. On a instauré un climat, un cadre, comme tu le disais très bien. Allons-y. Et on n'a pas besoin de rejustifier les raisons pour lesquelles tu vas réussir à faire ce travail. Parce que moi, c'est souvent quelque chose qui arrive. C'est que souvent les gens, non pas qu'ils ne croient pas dans mes compétences, mais ils ont tellement peur de ne pas y arriver que finalement, à la fin, ils remettent plus en question ce que moi, je suis capable de faire pour eux, plutôt que eux, ce qu'ils sont capables de faire pour leur propre activité. Ah, alors là, merci, parce qu'alors en recouvrement, c'est toujours pareil. Quand tu vas avoir une prestation, elle a beau être faite parfaitement, à la fin, quand la personne ne veut pas payer parce que, par exemple, elle a peut-être des difficultés financières ou, j'en sais rien, pour plein de raisons extérieures au créancier, donc à la personne qui a délivré, c'est des raisons qui lui sont propres, plutôt que d'assumer, entre guillemets, cette problématique-là, elle va très rapidement commencer à venir remettre en cause la prestation. Ah oui. En fait, les gens se défaussent en fait très souvent de leur responsabilité individuelle face à la situation. Et pourquoi ? Parce que pour beaucoup aussi, et je trouve que c'est vraiment un problème, c'est pas un problème d'éducation au sens parental, mais un problème d'éducation, je pense, au niveau de nos compétences, c'est que c'est très inégal la manière dont on a aussi reçu par le passé des feedbacks. Oui. Tu l'as dit, moi par exemple, quand j'étais en alternance et même quand j'ai commencé dans ces cabinets conseils, etc., il y avait une culture un peu plus étrangère, américaine souvent, qui est que le feedback, c'est quelque chose de positif. Donc par exemple, tu as mal fait ton travail, on te le dit. En revanche, c'est pas grave. En France, il me semble que tu en parles aussi beaucoup, quand tu rates quelque chose, quand tu es face à un échec, etc., tu baisses les bras, c'est mal vu. C'est très mal vu. Alors que finalement, nous... je pense, et tous ceux qui nous écoutent, hein, on a déjà perdu des deals, on a déjà perdu des rendez-vous. Ça ne nous a pas empêché d'en avoir d'autres. Donc je pense qu'il faut accepter aussi de ne pas savoir, se planter et entendre. Et entendre qu'on s'est planté. Parce que j'ai remarqué que ça fait souvent mal où ça résonne. Donc on coupe souvent aussi la parole, on ne veut pas entendre, on masque. Je crois que c'est un peu pareil, il me semble, dans le nous, en recouvrement, c'est le lot quotidien. La question que je voulais te poser, il y en aura une autre après aussi sur l'équilibre des relations, qui est hyper important aussi. Et là, la prospection, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mais la question avant, c'est quoi pour toi des red flags ? Tu vois, est-ce qu'il y a des red flags quand tu commences un début de négociation avec un client, tu vois, vraiment dans cette étape de prospection, on est intéressé, on se tourne un peu autour, là, tu vois. C'est quoi pour toi les red flags en disant non, mais là, pour moi, on n'y va pas ? Il y a plusieurs. Déjà, il y a une question d'éducation. Je pense que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui doivent me comprendre, mais moi, je pars du principe que je donne de mon temps, de mon énergie, je me donne à fond. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça à 100% pour apporter, aider, et surtout, j'essaie d'être à l'heure. Donc à l'heure, ça veut dire, on peut avoir quelques minutes de retard, on peut avoir un imprévu, et c'est OK, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense qu'il faut respecter déjà les clients, premier élément. Deuxième élément, c'est pas discuter, en fait, ce que le client a mis en place. Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui négocient comme des marchands de tapis les prix de personnes qui sont, entre guillemets, tués à la tâche pour faire des offres, pour proposer des prestations de services à un prix. Je pense que le prix, il n'est pas improvisé. Je donnais cet exemple en début de cet épisode de podcast, mais typiquement, quand on achète un bien personnel, on ne va pas discuter... alors, je donnerai des noms de marques comme ça, il n'y aura pas de concurrence, à la Fnac, à Darty, à Carrefour, à Boulanger. Le prix, par exemple, tu vois, d'un aspirateur, on ne va pas négocier en fait avec le magasin pour connaître le prix. C'est soit on achète, soit on part du magasin. Pourquoi ça ne serait pas la même chose du coup pour nous ?
Premier point. Deuxième point, je pense que c'est aussi au niveau de l'attitude. L'attitude, alors, pendant et aussi dans les conditions de mise en réalisation, c'est-à-dire un peu de contrat, comme tu le disais, c'est que souvent, je vois des gens qui grattent, et grattent, non pas parce qu'ils ne croient pas dans ton produit, mais parce qu'ils ont peur. Ce que je disais là à l'instant, tout à l'heure. Ils ont peur de ne pas y arriver. C'est un problème aussi. Et le troisième, c'est finalement de ne pas faire et ne pas être content. Donc, c'est-à-dire, prenons l'exemple du recouvrement. Je te demande, Pauline, de m'aider parce que j'ai des impayés qui sont d'une hauteur de 20 000 euros, par exemple. Tu m'as demandé de faire un certain nombre de choses et je les ai fait à moitié. Et je te rappelle, donc là arrivent des échéances ou des difficultés et autres, et je dis que c'est de ta faute. Je dis que c'est de ta faute, ton truc fonctionne pas, j'en parle aux gens, je fais de ta mauvaise pub et autres. Est-ce que c'est un comportement normal? Non. Donc moi, à partir de ces moments-là, c'est là aussi où j'essaye, tout en restant respectueux, de garder un cadre en disant, moi dans ma partie, j'essaye évidemment de t'aider, mais ça demande aussi du travail. Parce qu'on est rentré, et je pense que tu rebondiras là-dessus, dans une société où finalement, j'ai l'impression que tout est acquis. Les gens pensent qu'ils doivent avoir l'information tout de suite. On le voit d'ailleurs avec les infos, hein. On est dans une société un peu d'instantanéité, on ne veut pas faire d'efforts. J'ai le cas par exemple en prospection, on ne veut plus rencontrer de clients, on ne veut plus faire de calls, on ne veut plus rien faire. Finalement, plus rien faire, ça nous impacte. Donc je pense que peut-être je suis un peu ancienne école, mais je pense qu'il y a un cadre à instaurer, il y a des règles à instaurer, et après, évidemment, tu te donnes à fond pour ton client. Moi, je me suis toujours donné à fond. J'ai des super bonnes relations avec ceux avec qui j'échange. J'essaie que ça soit sympa aussi, parce qu'il ne faut pas que ça soit le bagne. Tu vois, la partie financière. On est content aussi quand on règle ces aspects financiers. Et voilà, et c'est tout. Mais tu vois, arriver à toute cette mécanique, c'est un énorme travail. Et je trouve qu'on est très inégaux, selon d'où l'on vient, nos expériences, notre vision de la société, notre vision aussi comment on se comporte dans le milieu pro et personnel aussi derrière. Ouais, c'est hyper intéressant parce que la partie les gens veulent des résultats tout de suite, et en fait à partir du moment où tu payes pour un service, tu vas te dire je veux des résultats tout de suite, il faut que son truc ça marche. Sauf qu'en fait ce qui n'est pas toujours acquis, c'est que son truc ça marchera si toi tu fais la part du job qui est la tienne. Ouais. Et ça, des fois, c'est là où c'est effectivement pas toujours si évident, ou en tout cas que certains peuvent avoir la mémoire un peu courte. Là, on est dans un business, soyons cash, il y en a qui ont la mémoire courte, tu vois, qui au moment où on signe, je sais, il va falloir que je fasse ça, et puis en fait, au fur et à mesure de l'exécution de la presta, en fait, ils font pas. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Et du coup, ça va vite être de la faute de celui qui a vendu, alors que non, c'était clair au départ que tu avais des choses à faire. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est hyper présent. Et juridiquement, c'est un concept qui existe, c'est les obligations de moyens versus les obligations de résultats. Et donc souvent, quand on est dans de la prestation de service, on est très souvent dans de l'obligation de moyens. Donc de mettre en œuvre tous les moyens pour que le résultat soit atteint. Pour autant, on n'a pas une obligation de résultat puisque ça dépend de l'exécution par la partie qui achète. Donc il y a vraiment cette partie. Je voulais rebondir, pardonne-moi là-dessus, parce que il y a une notion qui me revient et qui va te faire beaucoup sourire. Je voulais évidemment citer et évoquer la fameuse garantie remboursement. C'est-à-dire, tu ne fais pas, j'ai pas de résultat ou je considère que ta prestation n'est pas rendez-vous, rembourse-moi. C'est pareil. En fait, tout dépend aussi de comment on se positionne. En fait, on n'est pas des boutiques ou des magasins. Donc, quand on demande à une personne comme toi tout un travail en fait de refonte en fait ou de santé financière, pour moi, il y a, comme tu dis, il y a un timing, il y a une écoute, il y a un travail d'analyse qui fait que tu peux pas être dans les mêmes attentes que une machine à laver. Non. Comme de la même manière, pour moi, sur une compétence aussi difficile que la vente, où il y en a d'autres, hein, il y a l'anglais, il y a plein de choses, la réalité, c'est que ça dépend aussi de toi. Et ça me fait toujours sourire de voir des gens qui, ça m'est arrivé, hein, qui essaient de négocier, qui essaient de se rassurer parce qu'ils ont peur finalement de bosser. Ça, c'est pas ni ton problème ni le mien. Et donc, c'est pour ça que moi, souvent, dans les red flags, pour répondre à ta question, je perds pas forcément de temps là-dessus. Je pense qu'il y a suffisamment de Français qui ont besoin de toi, besoin de moi, ou qui ont envie de bien faire, qui seraient très contents
d'avoir un peu de soutien, un peu d'aide. Donc après, ceux qui ne veulent pas, c'est tu perds pas de pas temps, grave. tu traces ta route. Bien sûr. D'ailleurs, je me rappelle, là c'est plus pour l'anecdote, quand on a vu les tout premiers contacts, j'avais trouvé que c'était, tu vois, direct, quoi. Oui, et c'est puis, vrai. genre, on perd pas de temps, même je te l'avais dit. Je dis, Tu me l'avais dit, ouais. dis donc, c'est expéditif et en même temps, tu vois, même ça, c'était déjà un premier renseignement en se disant, bah, en fait, C'est ce que t'attendais aussi. il avait pas finalement. raison, quoi, aussi, tu vois, parce qu'à un Ouais. moment d'aller perdre du temps pour des personnes qui sont indécises, qui savent pas. Ah oui. Enfin, voilà, c'est aussi pour moi un sujet de progression. Je progresse beaucoup aussi là-dessus parce que je peux avoir aussi tendance à être un peu le sauveur, tu sais, et puis du coup à passer un temps fou avec des gens qui de toute façon sont pas prêts, se font pas assez confiance, ont pas d'argent. Ça peut pas fonctionner, quoi. Bien sûr, non, mais c'est hyper important que tu parles du mot sauveur parce que on en parle beaucoup dans l'aspect personnel. Bien sûr, on nous dit qu'il ne faut pas être le sauveur pour des gens qui doivent être accompagnés et autres, mais c'est hyper important dans l'aspect pro parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui commencent une activité ou même dans leur propre activité salariale ou autre sont seuls, malgré qu'ils peuvent être accompagnés et ont besoin parfois juste d'un soutien. Ont besoin de passer peut-être 1 heure avec toi, Pauline, entendre certains mots, certaines notions, juste avoir ce petit déclic. Mais ça, c'est pas pour moi un sauvetage, c'est ce qu'on appelle, c'est comme tu le disais, c'est de l'accompagnement, c'est apporter de la force, du soutien, et voilà. Donc, c'est là d'arriver à faire cette distinction cette entre distinction. là, je me positionne dans le mode sauveur justement, où là, je suis plutôt en mode Exact. soutien, c'est ok, c'est bien conscientisé en fait. Il faut beaucoup de conscience finalement sur les actions qu'on fait. Dans ce que tu évoques, il y avait un sujet, notamment quand on avait préparé l'épisode, qui me paraît essentiel à la fois sur la prospection, le recouvrement, et qui va arriver du coup aussi sur le côté économique dont on va parler et financier, c'est l'équilibre dans les relations. Et donc pour moi, on voit souvent des dirigeants qui se retrouvent en difficulté en termes de recouvrement parce qu'ils ont laissé s'installer un déséquilibre dans la relation d'être au service du client. Toujours, le client est roi, on est au service du client, on fait toujours des concessions, on est peut-être aussi dans cette position de sauveur, souvent dans la prestation de service en plus, où on va tout faire pour le client, pour satisfaire ses attentes, etc. Et donc finalement, le client, petit à petit, va prendre l'ascendant dans la relation. Et au moment du paiement, on découvre les conditions de paiement du client au moment du paiement. Il répond plus à nos relances. Je vous payerai quand je vous payerai. Mes délais de paiement, c'est ça. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation où on vient subir la relation client finalement. Et donc on est un peu à la merci du client au final. Tu vois, le truc c'est inversé. Et donc dans la prospection, je trouve que c'est intéressant d'en avoir une et d'avoir une base et de pas traîner. On va parler du temps aussi, du délai dans la prospection, parce que plus on va avoir un pipe fourni, plus on va avoir des prospects en nombre et qu'on va être en actif sur la prospection, plus on pourra potentiellement choisir ses clients. C'est important ce que tu évoques sur l'équilibre. J'ai un très bon exemple à donner qui fera écho à nos deux fonctions, qui est sur les objections, parce que finalement, comme tu le dis, en fait, c'est un peu un rapport de force. C'est-à-dire que, comme tu le dis, quand un client t'amène une objection, souvent c'est mal perçu et les gens les gens pensent que c'est perdu. La réalité, c'est que souvent, c'est à ce moment-là où le client passe au-dessus de toi parce qu'il a besoin d'une précision, d'une clarification. Donc, est-ce que finalement, comme tu dis, le rapport entre le client et toi, ça serait pas un rapport de force, c'est-à-dire que ton client doit ni être au-dessus de toi, mais il doit pas être en dessous non plus. Non. Vous devez en fait, dès le départ, créer un équilibre parfait pour que systématiquement, à la fin, il se positionne. Soit pour faire, soit pour bosser avec toi. Et donc, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il aide beaucoup, je trouve, dans les contradictions, les objections qu'on peut avoir. Exactement, mais on sera plus facilement à l'aise de dire à un client, en fait, c'est comme ça, et donc voilà, si ça ne convient pas, libre de partir comme on part de la Fnac ou de Darty ou de Boulanger si on n'est pas d'accord avec le prix, si on sait qu'en fait, on en a encore sous le pied en termes de prospection, en termes de clients potentiels, de contacts, etc. Donc, plus on va aller faire de la prospection, plus on va se donner ce luxe, entre guillemets, de ne pas être dépendant du premier client qui arrive, de ne pas devoir dire oui à tout, parce que sinon, on n'a pas de chiffre d'affaires. Il y a un moment, moi, il y a des clients où leur problématique, c'est « non, mais je suis bien obligée d'accepter, parce que sinon, le carnet de commande est vide ». Et tu vois, et donc là, on se place tout de suite dans cette position où clairement, l'incendant, il va être pris très vite par le client, parce que en fait on a la dalle, quoi, on est obligé, on n'a pas le choix, et donc du coup on accepte tout parce que sinon on n'a pas la prestation.
Tu vois, ça, c'est Ouais, mais un je des suis tout premiers à dangers. fait aligné avec toi là, sur cette question. Et je pense que c'est une des règles qui font que ça soit autant du recouvrement que de la prospection. On arrive à avoir comme tu le disais, des résultats, parce que c'est important d'avoir des gens en ayant cet équilibre et ce climat de confiance. Complètement. Donc justement, en parlant de résultats, les résultats, ça se mesure. Que ce soit de la prospection, c'est un investissement en temps, potentiellement financier, avec des outils ou avec des accompagnements ou avec des personnes qu'on prend aussi pour potentiellement nous aider, etc. Donc il y a un budget autour de ça, qu'on va appeler le coût d'acquisition client. Et derrière, il y a aussi dans le recouvrement des enjeux financiers, bien évidemment, puisqu'on va parler de délai de paiement. Et donc ça vient impacter la trésorerie. C'est quoi pour toi les indicateurs financiers qui sont intéressants à regarder pour la prospection pour pouvoir mesurer un petit peu le retour sur investissement? Alors, je vais pas appeler ça indicateur financier, mais c'est des indicateurs en tout cas commerciaux. Mais bon, effectivement, c'est l'idée qui a un impact financier, c'est ça. Alors, je vais être un peu plus théorique là pour le coup et revenir un peu à mes périodes de 16, notamment en boîte, parce que j'ai été vraiment marqué par ça et j'utilise ça aujourd'hui. En fait, souvent les gens naviguent à flot, c'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où, je caricature, mais leur contenu LinkedIn ou leurs ads ou leur campagne mailing a du résultat sur une semaine, mais en a plus, mais en a et autres, sont incapables en fait de mesurer. Revenons à des choses hyper simples. Qu'est-ce qui fait qu'une prospection fonctionne? Combien de rendez-vous t'as pris? Combien de rendez-vous t'as fait? Combien de propositions finalement t'as envoyé? Combien de propositions ont été gagnées? Combien de propositions ont été perdues? À quoi t'as participé et qui a eu un impact de deal ou autre? Si déjà t'arrives déjà à voir ça, c'est déjà intéressant. Évidemment, tu peux le voir dans un CRM. Et un CRM, à travers tes fiches clients, donc à travers le nombre. Alors souvent sur les CRM qu'on a aujourd'hui, que ça soit alors pareil, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, enfin il y en a des milliers. Souvent c'est ce qu'on appelle un tunnel on a des tunnels de vente, donc on voit du moment où on a un lead froid jusqu'à un lead signé, mais on a aussi ce qu'on appelle des dashboards, c'est-à-dire se dire c'est quoi un peu la température aujourd'hui. Donc par exemple lundi tu te connectes sur ton CRM, combien de rendez-vous t'as pris? Donc moi ça m'aide. D'ailleurs c'est un post que j'ai écrit sur LinkedIn ce matin, c'est de se dire est-ce qu'on pourrait pas avoir des rituels chaque semaine, un jour de notre choix, moi je prends plutôt le vendredi, où on ferait un petit peu le bilan de la semaine, un peu comme tu fais le bilan d'une situation financière. Se dire, ok, vendredi, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? Comment je l'ai mesuré? Qu'est-ce que j'ai gagné d'un point de vue financier? Donc qu'est-ce que j'aurais pu aller chercher aussi plus derrière? Et donc le faire en fait mensuellement. Ce qui fait que sur un mois, moi je peux te dire en fait sur chacun de mes mois, chacune de mes semaines, si j'ai été bon, pas bon, et si je vais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ce qui fait que en fait, ça a une conséquence, c'est que derrière, je peux tout à fait en fait recabler, recibler, revoir. Exemple, prenons le mois d'août. Les gens ont dû te le dire. Il n'y a pas de business au mois d'août, je travaille pas, je pars en vacances. On prend tous des jours de vacances, même à la maison, où on se repose. Mais il y a des entreprises qui fonctionnent, la France elle n'est pas à l'arrêt. Donc, quand par exemple, tu es au mois d'août, est-ce que tu vas prospecter de la même manière? Est-ce que tu vas accompagner tes clients financièrement de la même manière? Non. Mais pourquoi tu vas le changer? Parce que tu mesures. Si bien que moi, par exemple, au mois d'août, je fais des calls. Pourquoi des calls? Parce que les calls, en fait, les gens sont plus disponibles, je peux les atteindre plus facilement, et ça me permet de pouvoir positionner des rendez-vous, peut-être à la rentrée, ou peut-être même pendant la période et autres. Là, tu vois, on est au mois de novembre, je ne vais pas prospecter de la même manière. C'est pareil en recouvrement, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait de déjà savoir où tu en es dans ta trésorerie, combien de factures t'as payé. Alors souvent tu as des outils qui existent, qui sont géniaux, comme peut-être que tu es partenaire, je vais pas faire de pub Pauline, mais typiquement voilà, moi je pense à des outils comme Time, Pennylane, Abby, franchement on a des tonnes. C'est génial, tu vois ta température financière et tu vois ce que tu as rentré par rentrée. Donc moi c'est de cette manière-là que je fonctionne, ça a toujours hyper bien fonctionné. Je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais la réalité c'est que quand je demande aux gens finalement ces indicateurs, la plupart du temps, ils sont pas capables de me répondre. Mais je suis curieux d'avoir les tiens du coup. C'est à peu près la même chose sur la partie projection. Tu vois, de dire par exemple, quand tu me dis voilà combien j'ai fait d'appels, combien j'ai de clients en fonction après.
de ton taux de transformation, finalement, c'est ça dont tu parles. C'est ton taux de transformation, combien de gens il va falloir que je prospecte par rapport à un taux de transformation, etc. à telle période, et d'anticiper les périodes creuses éventuellement. En fait, en trésorerie, recouvrement, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir un tableau de pilotage de trésorerie. Une fois que tu as conclu un deal, c'est de savoir précisément quand est-ce que le paiement va arriver. D'ailleurs, plus on va prospecter et plus on va être aussi avec de la relance dans sa prospection. On n'en a pas parlé de la relance dans la prospection, mais ça, c'est important. Pas attendre pendant des semaines avant de relancer un client en prospection, parce que c'est d'autant de temps qu'on décale pour avoir l'encaissement du premier acompte, voire du paiement d'avance, ou du premier paiement, peu importe. Plus on attend pour relancer son prospect, plus on va signer tard, plus on va encaisser tard. Donc voilà, ça c'est juste mathématique. Et donc en recouvrement et pilotage de la trésorerie, c'est pareil, c'est de se dire à partir du moment où c'est signé, j'ai signé, je sais que je vais encaisser un premier acompte ou X euros à telle date, ensuite à telle date, soit c'est en one shot, soit c'est étalé dans la durée, peu importe, mais on est capable de dire à quel moment est-ce qu'on va encaisser. Donc on a une prévision sur sa trésorerie. Plus on va avoir de gens dans le pipe et plus on va appliquer tes indicateurs à toi, plus on sera capable de le projeter. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en vente, c'est très bien que tu le dises, parce que c'est quelque chose que je cite souvent, c'est ce qu'on appelle un forecast. Et dans le domaine commercial, dans le domaine sales, souvent ce qui est fait, c'est que les directeurs commerciaux poussent leurs commerciaux à établir un forecast, c'est-à-dire se dire, OK, sur 1, 2, 3 mois, qu'est-ce que tu es sûr qu'il va rentrer, qu'est-ce que tu penses qu'il va rentrer et qu'est-ce que tu veux aller chercher. Ce qui fait que, comme tu le dis, tu es dans cette forme de projection permanente qui t'oblige à créer de l'opportunité et à avoir ces triggers en fait derrière. C'est ça, et donc comme c'est ce que tu t'engages presque aussi à rentrer, donc du coup ça va être facturé à tel moment, ça va être encaissé à tel moment, et ensuite c'est de faire des comparatifs pour pouvoir, quand tu compares, c'est aussi de se dire attends, c'est pas ce qui était prévu, donc où est-ce que ça a foiré entre guillemets, ou ça s'est pas passé comme prévu, et dans le recouvrement c'est de se dire ok, je devais encaisser à telle date, j'ai pas encaissé à telle date, donc du coup j'ai de l'argent dehors, et là c'est de mettre en place un scénario de relance de facture qui soit hyper rigoureux et rythmé, de la même façon que de la relance en prospection, pour que du coup l'encaissement arrive le plus vite possible. Parce que si on fait une relance, tu vois, je vois des posts passer un petit peu sur LinkedIn sur des gens qui expliquent qu'ils ont des impayés, qu'ils ont relancé, etc. Oui, moi aussi d'ailleurs, j'en vois beaucoup. Et là, la dernière fois, il y avait une personne qui disait en 6 mois, j'ai fait 5 relances. Mais 5 relances en 6 mois, c'est beaucoup trop espacé. Et 5 relances comment surtout? Parce que, pardon de te le dire, mais moi, il y a toujours quelque chose qui m'a étonné. Alors peut-être que pareil, c'est une question d'habitude. C'est quand par exemple, tu as un profil LinkedIn, un mail de la personne, le téléphone de la personne, l'adresse de la personne, même parfois d'autres coordonnées qui ne relèvent pas de l'aspect professionnel. Tu as le numéro de la personne, mais tu vas préférer envoyer un mail. Pourquoi ? Alors que finalement, la personne, tu l'as au téléphone, tu l'as dit finalement, Pauline, la réalité c'est que ton client, ou même le client que tu as eu, tu as déjà noué une relation avec lui de confiance, il a payé et il s'est engagé. Vous avez déjà fait des choses ensemble. Pourquoi pas l'appeler ? Pour de la peur. Mais peur de quoi ? Peur de la réaction ? Peur de ne pas entendre ? Parce que ça fait mal, etc. Non, je pense que là c'est pareil. Quand on a la possibilité d'avoir un numéro de téléphone, on appelle et on crée un cadre de la même manière qu'on a créé un cadre, c'est-à-dire, comme tu le disais, on met des délais raisonnables, mais surtout réalistes. Et si on ne le fait pas, ça revient à c'est pour ça que c'est fait pour ça, des conditions générales de vente, et aussi, mais bon, moi, on va peut-être me prendre pour un militaire ou quelqu'un à l'ancienne, mais moi, j'ai jamais eu de problème je touche, alors il n'y a pas de bois, c'est un canapé, mais parce que c'est pas suffisant de toucher du bois. Mais parce que tout a toujours été clair en fait dès le départ, et c'est, je pense, qu'il y a plu potentiellement aux gens avec qui j'ai bossé. Mais c'est vrai que tu as raison, parfois ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où on ne traîne pas, on relance effectivement. Comment on relance ? On relance pas toujours déjà de la même façon. C'est pas le même ton, c'est pas la même forme, c'est pas le même contenu. Enfin, vraiment, la relance ne s'improvise pas et il faut absolument qu'elle soit rythmée de façon à ce qu'au bout de peut-être 2 mois de retard, on puisse tout de suite passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, ça peut être un service de recouvrement interne, une société de recouvrement, un huissier, une procédure, peu importe. Il faut en tout cas qu'il y ait un changement visible et d'interlocuteur aussi pour pouvoir maximiser derrière les chances d'encaissement. Mais il ne faut pas traîner, quoi. Si on le fait au bout de 9 mois, c'est trop tard et donc ça a un impact direct sur la trésorerie. De l'argent dehors, c'est de l'encours client. L'encours client, ça vient faire gonfler son besoin en fonds de roulement, donc son besoin en trésorerie. C'est des indicateurs financiers qui sont hyper importants, notamment pour des phases de développement d'entreprise. Je vais te donner un exemple qui va beaucoup choquer tes interlocuteurs, mais qui m'a été rapporté
à la rentrée par une personne, par une ancienne de mes clientes, pas avec moi, mais avec un de ses prestataires, et qui m'a beaucoup choqué et j'ai pas forcément compris. Et je comprends toujours pas d'ailleurs. C'est une personne qui est plutôt dans l'événementiel en France et qui avait besoin un site internet. On le voit bien aujourd'hui quand on demande à un Français combien coûte un site, beaucoup ne savent pas. On a ceux qui ont la connaissance ancienne, un site qui coûte très cher, mais aujourd'hui on le voit bien, on peut créer un site avec des templates et autres. La réalité, c'est que cette fille a beaucoup de qualités et généreuse, etc. Et avait besoin d'un site pour faire fonctionner son activité parce qu'elle fonctionne son activité. Et elle est tombée sur des gens mal intentionnés qui lui ont promis un site à un prix délirant à 7 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est que le site en question est toujours paralysé et qu'elle doit payer. Elle est en train de payer, elle a des procédures judiciaires pour pouvoir le faire. Mais la réalité, c'est que, en fait, pour moi, comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut se rendre compte, en fait, de la situation. Et il faut être, non pas naïf, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Moi, en tout cas, c'est une phrase que mes parents me disaient beaucoup quand j'étais petit, et notamment mon père, c'est que finalement, tu peux pas te contenter. Tu vois, par exemple, si j'avais besoin de tes services, Pauline, je pourrais pas te dire, simplement, voilà, écoute ma situation financière, j'ai telle chose et telle chose. Je pense que pour que tu puisses m'aider, tu as besoin d'un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de légèreté qui s'est instaurée, même dans notre gestion perso, à part pour les gens qui ont des gens dédiés peut-être, je dis pas tout le monde, qui est qu'on prend pas au sérieux en fait et on laisse. On attend. Mais attends jusqu'à quand ? Parce qu'après, on vient pleurer chez toi ou autre, mais tu peux pas les aider les personnes. Non. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Genre, ma réflexion est de me dire peut-être que c'est quelque chose qui est plus profond, qui est peut-être plus éducation, non pas perso, mais je sais pas si tu as un avis là-dessus. Mais moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup aujourd'hui. Une forme de légèreté dans tous les aspects, notamment financiers. Derrière. Non, c'est clair. Le pilotage financier, il est rarement fait. J'avais fait un épisode d'ailleurs avec une expert comptable sur la saison 1, sur les indicateurs financiers à suivre, comment piloter vraiment son business. Et voilà, pour rappel, les indicateurs hyper importants à suivre, ça va être vraiment le suivi de la trésorerie, le suivi de ses délais de paiement, de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité. Aussi, la rentabilité est hyper importante. Et donc, du coup, effectivement, si on ne soigne pas sa prospection, on a un coût d'acquisition client qui va être très fort. On va déséquilibrer les relations. On va potentiellement, du coup, en bout de chaîne, avoir la même attitude en relance client, donc de laisser traîner, de pas aller chercher son argent, voire de pas savoir répondre parce qu'on se retrouve dans une situation déséquilibrée, on n'ose pas, etc., etc. Et tout ça vient impacter directement la rentabilité de l'entreprise. On explose son coût d'acquisition client, on explose ses délais de paiement. Et donc, clairement, en termes de rentabilité financière, c'est pas bon, quoi. Alors qu'en venant travailler à la fois sur la prospection, avec un bon système de prospection, avec les bons réflexes, la bonne posture, toute cette confiance dont on a parlé, les bons process, etc. Et en recouvrement derrière, déjà d'avoir des bonnes stratégies de facturation pour pas se retrouver à avoir 100% de sa prestation à payer à la fin, parce que ça, c'est un risque énorme. Ça va être de pouvoir réduire au maximum ses délais et donc d'avoir le cash dans l'entreprise plutôt que dehors. Et là, on va commencer à avoir une entreprise avec une bonne rentabilité et qui est saine, en fait, en termes de trésorerie. Je pense que c'est très bien résumé et j'espère que les gens qui nous écoutent prennent des notes parce que, effectivement, si déjà ils arrivaient à appliquer ça, je pense que tu aurais un petit peu moins de travail, Pauline. Mais bon, c'est bien aussi qui en est. C'est clair. On va aussi, peut-être, ce que je voudrais aussi mettre en avant, c'est le côté entourage. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, un dirigeant d'entreprise, une entreprise, enfin même dirigeant d'une TPE, PME, il y a le cœur de métier. On est bon, les gens ils payent et ils nous achètent pour notre cœur de métier. Donc là-dessus, il n'y a même pas à chercher, il faut être excellent, il faut être bon, il faut livrer ce qu'on a promis. Et là, pour le coup, les gens ils viennent nous chercher pour ça. Tout ce qui est périphérique, la gestion financière, le pilotage, la prospection, le commercial, le recouvrement, etc. C'est des compétences qu'on développe en tant que chef d'entreprise et dans les équipes. Pour autant, on ne peut pas forcément être bon et excellent partout, on ne peut pas savoir tout faire et on ne sait pas tout faire. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir se faire accompagner, se former, être conscient, et c'est le but du podcast, de se dire, OK, en fait, je manque de compétences peut-être en vente. Peut-être qu'effectivement, en écoutant cet épisode, je me rends compte qu'il y a des choses où, oui, je subis les relations clients. C'est vrai que j'ose pas aller dans des réseaux. C'est vrai que j'ose pas envoyer des messages, j'ose pas passer des petits coups de téléphone. Et bien, si c'est le cas,
réveillez-vous. Ce n'est pas grave, c'est OK. On a le droit de ne pas savoir, de ne pas être à l'aise, mais par contre, on n'a pas le droit de ne pas agir là-dessus et de ne rien faire pour ensuite se plaindre que ça ne marche pas. C'est pas possible. Je pensais pas que la publicité pour mes formations arriverait aussi vite. Mais en fait, on arrive à la fin de l'épisode, il est temps. C'est vrai, mais j'apprécie beaucoup, mais je suis 1000 fois aligné et je vais te faire une confidence. Parce que souvent, les gens pourraient se dire que ce qu'on se dit, on ne se l'applique pas à soi-même. Moi, depuis en fait que j'ai commencé, je me forme systématiquement. Là, pour l'info, je suis en train de me former, enfin de me renforcer en anglais. Pourquoi ? Parce que je vois que le monde est en train de changer, et parce que tu l'as dit, à un moment donné, c'est cool les outils IA, etc. Mais se faire accompagner, ça a du sens et c'est hyper puissant. De la même manière que tu vois sur la partie financière, comme plein de boîtes, j'ai essayé d'avoir un bon comptable, j'ai essayé aussi de suivre quelques formations pour bien comprendre finalement comment marchaient les outils financiers, comment optimiser, etc. Et en fait, même encore par la suite, je compte le faire. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment, il faut vraiment essayer et pas avoir peur de se former. Et c'est pas un problème, il y a des gens géniaux dans tous les secteurs d'activité, parce que j'entends beaucoup de gens qui rabaissent, fragilisent, descendent en permanence toute la journée, la France, qui essaient de semer le chaos partout. Mais il y a plein de gens qui bossent énormément, tout secteur d'activité, dans tous nos territoires, mais qui parfois ont juste besoin d'un peu d'aide. Et je sais que c'est pas dans notre culture de se dire de pas y aller, parce qu'on a toujours cette méfiance, on sait pas si ça va le faire, c'est de l'argent, c'est un investissement. Mais la réalité, c'est que pour moi, et je redonne encore cet exemple, c'est comme le permis de conduire. À un moment donné, si on veut savoir conduire, il faut que quelqu'un nous l'apprenne. Comme tu l'as dit, à un moment donné, si on ne sait plus gérer ses factures, il faut que quelqu'un nous apprenne le recouvrement. Si quelqu'un ne sait pas vendre, il faut qu'on lui apprenne à vendre. Donc, je trouve ça pas mal qu'on ait ce message effectivement dans la fin de cet épisode, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je martèle tout le temps, et j'espère en tout cas que ceux qui nous écoutent se posent des questions et pourraient s'en poser en se demandant finalement aujourd'hui sur ce que je fais. Est-ce qu'il n'y a pas un élément sur lequel je pourrais être excellent, mais qui nécessiterait peut-être de me faire aider ou accompagner? C'est ça. Et tu vois, moi, je me forme énormément aussi depuis que j'ai créé l'entreprise, mais même depuis toujours, en fait. Et le fait de se former sur un sujet dont on n'est pas expert au démarrage, sur du développement d'entreprise, fait aussi que derrière, on va comprendre le sujet et donc on va pouvoir le déléguer de façon beaucoup plus efficace. Tu vois, je me suis formée moi sur de la communication. Au début, je pipais rien à la communication. Clairement, c'était un vaste sujet. Voilà, j'ai appris, j'ai compris ce qu'était la communication, le marketing, la vente. C'était bien des sujets bien différents. Aujourd'hui, j'ai réussi à structurer une équipe de communication, une équipe commerciale et du pilotage financier à côté, tu vois. J'aurais bien aimé t'avoir comme manager quand j'étais salarié, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai ce que tu dis. En vrai, pardon de t'interrompre, mais c'est limpide en fait dans ma tête sur cette question-là, c'est que souvent, alors je sais pas si tu as ce cas-là, mais souvent j'ai des gens qui me demandent d'apprendre à déléguer leur prospection qui ne savent pas vendre. C'est exactement ce que tu viens de dire. Comment tu veux en fait donner des instructions à tes équipes sur ta communication à partir du moment où tu ne sais pas communiquer? C'est ça, au moins apprendre. Quand je le dis, ça paraît simple, mais je t'assure que cette discussion-là, je l'ai, mais franchement, je l'ai toutes les semaines. Ouais. Et c'est vrai, tu as entièrement raison. Donc, je suis très heureux en tout cas que dans ton cas, tu aies pu développer ces compétences, tu continues à le faire. Mais je pense que c'est ce qui t'épanouit aussi dans ton activité. En fait, alors j'adore moi apprendre des nouvelles choses, tu vois. Donc j'adore apprendre sur de la com. Ça, une fois que j'ai appris, ça reste pas mon métier de base et ça reste pas ma passion en fait. Mais donc du coup, une fois que j'ai appris et que j'ai compris comment ça marche, ok, je suis capable maintenant de savoir qu'est-ce que je veux déléguer, à qui, comment, à quel prix et qu'est-ce que j'attends comme retour sur investissement. Ça, je suis capable de le faire aujourd'hui, tu vois. Parce que je me suis formée dessus et que je sais que oui, c'est sympa, j'aime bien. Je pas envie de faire ça tous les jours. C'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, moi, c'est de venir aider mes clients sur mon cœur de métier. Sur ton cœur de métier, bien voilà, sûr. C'est ça que j'ai envie de garder. Bien sûr. Dans la majeure partie de mon temps, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, je rassure tous ceux qui nous écoutent. J'ai besoin de comprendre, tu vois. Donc, du coup, je ne te piquerai pas de boulot en prospection. Non, allez voir Geoffrey. Je ferai pas de recouvrement non plus. Inspirez-vous de ce que fait Geoffrey parce que vraiment, c'est hyper intéressant. C'est juste un des éléments fondamental pour pouvoir avoir une boîte rentable, d'avoir une base de prospection saine, des bonnes habitudes de prospection. La même chose en recouvrement en bout de chaîne. Oui, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est vrai. C'est hyper important aussi d'être câblé financièrement
et je le répète et je leur dis, même si vous avez des rendez-vous, vous closez des deals comme on le dit si souvent, ça s'apprend. Au-delà qu'il y ait des gens comme toi qui font un métier exceptionnel sur le métier, je pense qu'à un moment donné, ça demande aussi un minimum de connaissances financières. Je pense que c'est important de savoir ce que c'est une trésorerie, c'est important de savoir dépenser. Même, je vais te donner un exemple. Je l'ai vu encore, pas plus tard que la semaine dernière, je vois des gens qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas tout dépenser avec sa carte pro. Alors, je ne vais pas faire de rabat-joie, mais en vérité, on le fait. Mais une fois qu'il y a un souci, c'est là où en fait on vient te voir et tu découvres en fait la réalité. Donc franchement, avoir des petits réflexes simples, financiers, de vente, de communication et autres, c'est ce qui fait en fait que avoir fait le choix d'être indépendant, il se confirme finalement. Et le fait de ne pas les faire fait que parfois, souvent on peut remettre en question ça et retourner dans le salariat derrière, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais qui est notre vie. C'est pas la même chose. Super. Écoute, merci Geoffrey. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a dit l'essentiel du message en tout cas à vouloir faire passer. Des vrais points communs, des réticences, des croyances. Tu vois, au final, on disait il y a beaucoup de process, de cadres, de méthodes, mais il y a aussi énormément d'émotionnel, de non-dit, de croyances. C'est quand même ce qu'on a beaucoup vu à travers l'échange qu'on a pu avoir. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment de la responsabilité du chef d'entreprise que de venir travailler sur tout ça pour venir monter en compétences, monter en performance sur son entreprise, la sécuriser pour pouvoir la développer sereinement. C'est tout le but de ce podcast. C'est dur de passer après toi, après ce si beau résumé, mais en vérité, je pense que tu as tout dit. Moi, je pense vraiment que la conclusion en fait, de cet épisode, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, on est vendredi 14 novembre 2025, où j'en suis? Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de manière excellente? Et qu'est-ce que je fais de moins bien? Et est-ce que finalement aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment d'avoir un regard un peu extérieur à ce que je fais, en dehors de ma boîte, en dehors peut-être de mes collaborateurs, en dehors de mes collègues, et juste de se dire aisément, en confiance, en toute transparence, OK, est-ce que je peux pas faire mieux? Déjà, en fait, si vous arrivez en fait à faire ça, je pense que, comme tu le dis, le chemin en fait pour y arriver fonctionnera. Donc, c'était mon mot de la fin. Et super. Encore une fois, merci beaucoup Pauline pour ton invitation. Je suis hyper content et très heureux de participer à ça. Et tu vois, le fait de m'avoir parlé de recouvrement fait que je vais rentrer, je vais essayer de regarder si tout va bien. Du coup. Voir un peu qui est-ce qui peut en lancer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Geoffrey, si des auditeurs ont envie de venir te découvrir? Ouais, bien sûr. Écoute, nous on s'est découvert sur LinkedIn, donc je pense comme beaucoup, vous pouvez évidemment me retrouver sur LinkedIn. J'ai un podcast qui s'appelle Je Prospecte que vous pouvez écouter partout, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. J'ai une newsletter aussi qui porte mon nom, que vous pouvez taper. Et puis après, voilà, les réseaux classiques traditionnels, mon Instagram, j'essaie de mettre des contenus qui me ressemblent. Et j'ai une chaîne YouTube que j'essaie de lancer, mais c'est vrai que là, pour le coup, je devrais essayer de mettre un peu plus de process parce que ça prend du temps de faire des vidéos et j'ai pas encore eu trop le temps. Mais voilà, sur les autres, je suis assez régulier. Donc voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, s'ils veulent échanger, bien sûr, sur leur propre prospection, leur vente ou autre, je serais ravi d'échanger avec eux, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Super, le message est passé, merci. Quant à nous, sur le podcast En Business Soyons Cash, il est accessible sur la chaîne YouTube, donc on demande vraiment à toutes les personnes qui apprécient les épisodes de s'abonner à la chaîne, également de commenter les épisodes, nous faire vos retours, c'est hyper précieux. On est sur la saison 2 qui commence, tu as ouvert le bal de la saison 2. Ah, ça m'a mis un peu de pression. Merci pour ça, c'est chouette. Ça en mettra d'autres pour les autres. On attend vos retours, ils sont précieux pour nous permettre de progresser aussi et de vous apporter toujours plus de valeur dans les épisodes. Donc, chaîne YouTube, également toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn également. Voilà. À bientôt, Geoffrey. Merci, Pauline. Merci.